Chers téléspectateurs, bienvenue une fois de plus dans Culture à la maison. Nous vous amenons progressivement à la découverte du Tchad et de ses merveilles. Une fois de plus, aujourd'hui, nous sommes ici à la Bibliothèque nationale pour pas vous parler de la bibliothèque cette fois-ci, mais pour vous présenter deux grands édifices religieux qui se trouvent ici dans la capitale N'Djamena. Il s'agit notamment de la cathédrale Notre-Dame de la Paix et de la mosquée Roi Faisal. Quelle importance ces deux grands lieux revêtent pour nous? Nous allons essayer de le découvrir donc avec notre cher invité qui nous a toujours tenu compagnie, Dr Arnaud Dingamadji. Il est le coordinateur général de la MPCT, Maison des patrimoines culturels du Tchad. Bonjour. Bonjour. Docteur, et bienvenue une fois de plus. Merci de nous recevoir chez vous. Merci. Nous allons parler des lieux religieux. Quelle importance ces lieux ont-ils pour nous? Après avoir parlé des ronds-points et des monuments, nous abordons un autre type de monuments qui sont les édifices religieux. Il y en a beaucoup dans la ville de N'Djamena, mais nous allons parler des deux plus grands, c'est-à-dire la cathédrale Notre-Dame de la Paix et la mosquée Roi Faisal. Ces deux édifices religieux sont en fait les plus grands de la capitale, effectivement, par leur importance, leur gabarit, je vais dire, mais également par leur histoire également. Exactement. Donc c'est pourquoi il vaut mieux, n'est-ce pas, en parler aujourd'hui dans ce numéro. Voilà. Alors, nous allons directement commencer par la cathédrale Notre-Dame de la Paix. Où se situe cette cathédrale pour ceux qui peut-être ne la connaissent pas? Ok. La cathédrale Notre-Dame se situe au cœur de la ville de N'Djamena. Pour ceux qui ont l'habitude d'aller en ville, ils passent devant la cathédrale chaque matin ou chaque soir au retour. C'est donc un immeuble majestueux, un édifice majestueux qui se situe entre le palais présidentiel, la présidence de la République, et puis la place de la Nation. C'est-à-dire, et puis ça c'est le côté sud, c'est la présidence, donc côté nord c'est la place de la Nation, côté est c'est le siège du mouvement patriotique du salut. Côté ouest, c'est l'immeuble des impôts, non, du trésor, pardon, du trésor en construction. Voilà, et la BAC également, l'immeuble de la BAC également côté ouest. Voilà. Ok, alors déjà, est-ce qu'on peut savoir qui avait pris l'initiative de construire cette cathédrale? Ça remonte à quelle date? Très bien. Alors, l'initiative de la cathédrale de Fort-Lamy n'était pas venue des religieux. Mais en fait, c'est un cas exceptionnel peut-être dans le monde. C'est pas venu des religieux, mais c'est venu des militaires. Et son histoire d'origine est étroitement liée à celle du ralliement du Tchad à la France libre. C'est-à-dire qu'en 1940, sous l'impulsion du gouverneur Félix Éboué, nous l'avons souligné la dernière fois, la colonie du Tchad a décidé de rallier la France libre du général de Gaulle. C'était le 26 août 1940. Et à l'issue, ou bien à la suite de ce ralliement, les colonnes du Tchad ont été organisées sous le commandement du colonel Leclerc, qui deviendra plus tard général Leclerc. Voilà, donc le colonel Leclerc a amené les troupes du Tchad, et puis en fait des troupes d'Afrique centrale, parce que ces troupes du Tchad ont été rejointes par celles du Cameroun, du Congo et de l'Ubangi-Chari. Donc toutes ces troupes-là sont parties donc du Tchad à l'assaut des Italiens en Libye. Et en mars 1941, les troupes du Tchad, donc sous le commandement du colonel Leclerc, ont chassé les Italiens de la ville de Koufa, qui est une très grande ville en Libye. Et c'était la première grande victoire des forces françaises libres, fidèles au général de Gaulle. Donc cette victoire avait eu un retentissement mondial, et au niveau du Tchad, en 1942,
quand le général Leclerc maintenant est revenu à Fort-Lamy, non pas à la fin de la guerre, puisque la guerre n'est pas encore terminée, mais il est revenu à Fort-Lamy pour un court séjour, sans doute peut-être en congé. Alors il avait réuni autour de lui des militaires et des civils pour dire, mais voilà, nous venons de poser un acte héroïque et il faut bien que nous immortalisions cela par une cathédrale dans le chef-lieu de la colonie du Tchad. Donc l'idée a été acceptée par les autres et rapidement un comité local pour la cathédrale de Fort-Lamy a été mis en place. Donc c'était en 1942 et rapidement on a commencé à faire des souscriptions, donc les gens ont commencé à donner de l'argent, des collectes, aussi bien au Tchad, à Fort-Lamy qu'en France. Et en 1943, on a pu déjà recueillir 1 million de francs français de l'époque et immédiatement les travaux ont commencé. D'accord? Donc c'était sur initiative du colonel Leclerc. Et le premier emplacement, c'est là où se trouve actuellement le rond-point des armées, c'est-à-dire l'ancien rond-point de l'Étoile. Vous voyez, en face de la CBLT, de l'ambassade de France et autres là. Donc ce grand rond-point-là. C'était là auparavant l'emplacement de la première cathédrale de Fort-Lamy qui était alors baptisée Notre-Dame des Victoires. Donc la victoire dont il est question ici, c'est la victoire sur les troupes de l'Axe en fait, notamment les forces italiennes de Libye quoi. Parce que la Libye est italienne et au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'Italie avait déployé 200 à 300 000 hommes en Libye. Voilà, donc les troupes du Tchad avaient attaqué, c'était comme David et Goliath contre Goliath quoi. Mais voilà, le David tchadien avait vaincu le Goliath italien en Libye et donc c'était en souvenir des victoires ou des chapelets de victoires enregistrés sur les troupes de l'Axe, les troupes italiennes, que la cathédrale de Fort-Lamy a été baptisée à ses débuts Notre-Dame des Victoires. Alors, donc, la cathédrale a d'abord été fondée ailleurs et portait un autre nom, la Notre-Dame, comment on appelle? Notre-Dame des Victoires, oui. Maintenant, ça a changé de lieu et ça a changé aussi de nom. Est-ce qu'il y a une explication à ça? Exactement. C'est-à-dire que, voilà, en 1943, donc, on a lancé les travaux. En 1944, les travaux ont été interrompus parce que la guerre battait son plein. Bon, en fait, pour deux raisons principales. La guerre battait son plein et l'architecte, le premier architecte, c'était un militaire, un lieutenant, le lieutenant de Hering, a trouvé la mort sur le front de Tunisie. Parce que les troupes, les colonnes venues du Tchad ont vaincu les Italiens en Libye et en 1944 ont pénétré en Tunisie pour faire la guerre. Ensuite, ils sont allés au Maroc avant d'aller pénétrer donc en Europe. Voilà, donc le premier architecte est mort en 1944 en Tunisie, sur le front de Tunisie, contre les Allemands, là. Et puis, beaucoup d'ouvriers et autres étaient mobilisés pour la guerre également. Voilà, donc il ne restait personne pour continuer les travaux. Et voilà, le projet a végété jusqu'en 1951. Et puis en 1952, on a confié, cette fois-ci maintenant on a confié, comme la guerre est finie, les militaires sont repartis dans leur caserne, donc on a confié maintenant la suite des travaux au préfet apostolique de Fort-Lamy. À l'époque, c'était Monseigneur Duboucher, nouvellement nommé en 1948. Donc voilà, c'est à lui qu'on a 47-48, donc c'est à lui qu'on a confié la suite des travaux. Et lui, il a préféré transférer le chantier sur le site actuel, c'est-à-dire les fondations qui étaient engagées sur l'emplacement du rond-point de l'Étoile ont été abandonnées et entre 1952 et 1958, c'était la phase des études et de la recherche des financements. Parce que le Monseigneur Duboucher s'est dit, mais Fort-Lamy va sans doute devenir la capitale d'un nouvel État parce que voilà, le nombre de chrétiens augmente et si on doit garder l'ancienne cathédrale, ça sera exigu. Donc il faut construire une grande cathédrale en tenant compte des développements futurs de la chrétienté tchadienne. Voilà, donc il faut carrément construire une cathédrale digne de ce nom et suffisamment spacieuse. Et cela demande beaucoup d'argent.
cela demande des études approfondies. Donc il est reparti en France à la recherche d'un nouvel architecte. Il a trouvé un certain monsieur Galéran à Marseille, qui a accepté avec enthousiasme de venir faire des études, les plans et autres. En même temps, il s'est engagé dans la recherche de fonds, aussi bien en France qu'au Tchad. Et je rappelle qu'au Tchad, ici, les gens avaient cotisé, collecté beaucoup d'argent, mais ce n'était pas seulement des chrétiens. Même les non-chrétiens avaient aussi contribué au départ. Voilà, donc 6 ans de recherche de fonds, de 52 à 58, et c'est à partir de 1958 que les travaux ont réellement commencé. Alors, sous un nouvel archevêque, l'archevêque de Fort-Lamy, parce que le premier c'était un préfet apostolique. Maintenant, son successeur, Monseigneur Paul Dalmet, est l'archevêque, le nouvel archevêque de Fort-Lamy, qui a pris fonction en janvier 1958. Et c'est vraiment lui qui a fait commencer les travaux de construction de la cathédrale, donc de 1958 jusqu'à 1965. Voilà. Et le nom a changé. Quand la cathédrale a été achevée en 1965, voilà, on l'a inaugurée et on l'a dédiée à Notre-Dame de l'Assomption. Ce n'est plus Notre-Dame des Victoires, mais c'est Notre-Dame de l'Assomption, parce que l'Assomption, c'est une fête chrétienne catholique qui est célébrée chaque fois le 15 août, et c'est ainsi que Monseigneur Dubouché avait suggéré que la cathédrale soit baptisée Notre-Dame de l'Assomption, et en 1965, après lui, du temps de Paul Dalmet, le jour de l'inauguration, il y avait un parterre de personnalités venues de Rome, du Tchad, des personnalités religieuses et politiques, et qui ont donc assisté à la cérémonie, et c'est ainsi donc que la cathédrale a été baptisée Notre-Dame de l'Assomption. Je rappelle aussi que cette cathédrale, au départ, avait un type très particulier, parce que non seulement ça ressemblait à un navire renversé, mais c'était construite avec un bois spécial, c'est-à-dire la charpente. C'était du bois spécial appelé doucier, pas dossier, hein, doucier, voilà, et ramené de Lubangui-Chari, d'accord, ramené de Lubangui-Chari, notamment de la région de Mbaïki. Donc, on avait coupé le doucier là-bas, on avait fait transporter jusqu'à Fort-Lamy, et c'est ce bois qui a permis de faire donc la charpente monumentale de la cathédrale. Est-ce qu'il y avait un symbolisme de, comment on appelle cette charpente-là? Est-ce que ça représentait quelque chose? Non, au départ, les plans montés par Galéran faisaient référence aux palais, aux anciens palais des rois et empereurs du Sahel. Mais par la suite, on avait laissé tomber, on a plutôt copié le modèle de la charpente, là, le modèle d'un grand hangar, d'un port du Gabon. Mais pour quelle raison, je ne sais pas. Peut-être ont-ils tenu compte aussi de la chaleur, parce qu'il fait très chaud, donc peut-être qu'une charpente haute pouvait protéger les gens de la chaleur, parce que si c'est bas, peut-être qu'il va faire chaud dedans. Et puis ils ont recouvert des tuiles. Les tuiles étaient fabriquées localement par les entreprises locales, mais le bois de la charpente était venu d'ailleurs. Et puis ça a coûté, au départ, le contrat qui a été signé était de l'ordre de 65 millions, voilà, avec l'entreprise Raboz. Mais au final, en 1965, c'est monté à 120 millions. C'est-à-dire que les travaux ont coûté plus cher que prévu, c'est-à-dire presque le double, voilà, 120 millions. Donc la différence a été compensée par les collectes, surtout faites en France, mais aussi au Tchad ici. On a dit que voilà, les chrétiens ont collecté suffisamment, mais des non-chrétiens tchadiens, musulmans et non-musulmans, ont également contribué. Voilà. Ok. Le nom donc Notre-Dame de la Paix est venu comment? En réalité, la cathédrale a 3 grandes périodes ou étapes dans son histoire. La première étape, c'est celle des origines que nous avons déjà décrites, et où la cathédrale était appelée Notre-Dame des Victoires. La deuxième étape, c'est celle de la construction de la cathédrale du temps de Monseigneur Dubouché et puis de Paul Dalmet, avec l'inauguration en 1965. C'est donc la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Ça, c'est la deuxième période. Et puis,
cette cathédrale-là, nouvellement construite, faisait la fierté de la ville de Fort-Lamy parce que c'était l'un des plus beaux bâtiments, tout ça, plus beaux édifices religieux de la capitale. Mais en 1979, le pays sombre dans la guerre civile. Donc voilà, la guerre n'a pas épargné les édifices ni publics ni religieux. Tous les édifices ont été impactés. Et surtout en 1980, en avril, le 30 avril précisément, il y avait la guerre des 9 mois qui faisait rage à N'Djamena. Et c'est dans ce contexte que une bombe est tombée sur la cathédrale le 30 avril 1980 à 20h. Parce qu'à l'époque, le combat opposait les troupes de Hissène Habré, ministre de la Défense, mais qui s'était rébellé contre le gouvernement d'Union nationale, aux forces coalisées du Gunt, c'est-à-dire dirigées par Gougouni Wédé. Voilà, donc à Farsha, c'était le domaine du Gunt, et puis le Sabangali, Moussa, les autres là, étaient entre les mains des troupes de Habré. Et la cathédrale était à la croisée des tirs. De l'autre côté, on tirait sur l'ennemi, l'ennemi ripostait, et c'est ainsi que la cathédrale a été bombardée. Est-ce que c'est intentionnellement ou involontairement, on ne sait pas, mais les deux belligérants s'accusaient mutuellement. Voilà, c'est-à-dire les partisans de Gougouni accusaient ceux d'Habré d'avoir délibérément bombardé la cathédrale pour susciter la haine religieuse. Et puis ceux d'Habré ripostent en disant mais non, c'est pas nous qui avons bombardé, c'est Gougouni et ses hordes. Ensuite c'est eux qui ont aussi bombardé la mosquée Roi Faisal. On disait que voilà, à l'époque il y avait des bombes qui tombaient sur la mosquée parce que voilà, Gougouni et ses partisans sont des mécréants, donc voilà, il attaque les symboles de l'islam. En fait c'était la guerre des mots entre les belligérants à l'époque. Mais bon, ce qui est important c'est que la cathédrale a été brûlée au moment de la guerre. Et elle est restée comme ça en ruine jusqu'à 1986 avant d'être reconstruite, pas à l'identique maintenant. C'est-à-dire que voilà, on a sous un modèle réduit. Voilà, sous un modèle réduit. La charpente notamment a été réduite. C'était une charpente en fer maintenant pour éviter, n'est-ce pas, le drame qu'on a connu avant. Donc on a reconstitué la cathédrale, mais avec une charpente en fer, avec des tôles et non plus des tuiles maintenant. Mais les dimensions sont restées les mêmes. Oui, on n'a pas modifié les dimensions à la base. Mais c'est juste la toiture qui a été brûlée, donc c'est celle-là qui a été retravaillée. Et en 1986, en mars je pense, lors de la réinauguration, la cathédrale a changé de nom pour la 3e fois pour être baptisée Notre-Dame de la Paix. Vous voyez, Notre-Dame de la Paix parce que le pays était en guerre, voilà, depuis longtemps, c'était des rébellions armées successives. Ensuite, l'irréparable a été commis en 79-80 avec les guerres. Et donc, on pense qu'en rebaptisant la capitale Notre-Dame de la Paix, voilà, c'est une façon de demander au ciel et à la Vierge Marie d'intercéder pour la paix au Tchad. Alors, actuellement, la cathédrale Notre-Dame de la Paix donc, est encore en chantier. Voilà, là c'est la 4e période maintenant. Ça c'est la 4e période de son histoire, puisque les travaux ont commencé depuis bientôt 2 ans je pense. Ils sont en cours, n'est-ce pas, jusqu'à présent. On a une grue qui surplombe voilà, le parvis de la cathédrale. Il y a aussi un mur de tôle qui entoure le chantier. Voilà, donc c'est pour réfectionner et lui donner des habits neufs. Je ne pense pas. Je pense que c'est une réfection juste de l'intérieur et de l'extérieur pour lui donner une nouvelle allure, je pense. Nous avons aussi un autre grand édifice qui est dans la capitale, donc N'Djamena, qui s'appelle la mosquée Roi Faisal. Où se situe la mosquée? La mosquée Roi Faisal se situe en face du marché central de N'Djamena. Elle est située dans un espace demi-circulaire qui fait face au marché central de N'Djamena. Et c'est sur l'avenue Charles de Gaulle, c'est-à-dire quand vous quittez Dembé, vous allez au centre-ville, vous passez
vous empruntez Charles de Gaulle, donc vous traversez, en fait vous passez entre le marché à gauche et la mosquée à droite, et puis vous continuez tout droit vers le canal Saint-Martin avant d'aller à la place de la Nation. Ok, et ça porte le nom de roi Faisal. Quelle relation le Tchad avait-il avec ce roi saoudien pour baptiser la mosquée avec son nom? Très bien. Effectivement, le roi Faisal était le roi du royaume d'Arabie Saoudite, le roi d'Arabie Saoudite du temps du président Garta Tombalbaye. Alors, on a donné son nom à cette mosquée parce que c'est lui qui avait promis et offert cette mosquée à la communauté musulmane du Tchad en général et de Fort-Lamy en particulier. Parce que rappelons que avant cette grande mosquée, la Fort-Lamy avait une mosquée, disposait d'une mosquée sur le même emplacement, mais c'était une toute petite mosquée. Donc, lors des grandes fêtes religieuses, les musulmans de Fort-Lamy, notamment par exemple la fête de Ramadan par exemple, les gens ils priaient à l'air libre parce que l'intérieur de la mosquée ne pouvait pas contenir la marée humaine qui affluait. Voilà, donc lors de sa visite au Tchad en novembre 1972, il était allé visiter la mosquée et il s'est dit mais non, cette mosquée elle est très petite, le Tchad c'était un grand pays qui compte un grand nombre de citoyens musulmans, hein, de fidèles musulmans. Voilà, donc il faudrait bien doter cette capitale-là d'une mosquée digne de ce nom, et c'est ainsi qu'il avait fait la promesse en 1972, et en 1974 les travaux ont commencé, et 3 ans plus tard, en 1977, la réception du bâtiment a été faite, quoi. Mais la construction a été assurée par l'entreprise Satom, et ça a duré 3 ans. Est-ce que l'ex-président du Tchad, Garta Tombalbaye, avait-il quelque chose à voir là aussi? Bien sûr. Alors, pour parler du rôle du président Tombalbaye là-dedans, il faut replacer tout cela dans leur contexte historique. Au début, sinon au milieu des années 60, le régime du président Tombalbaye était confronté à une rébellion armée, c'est-à-dire la rébellion du Front de Libération Nationale du Tchad, Folina. Voilà. Ça, c'est la première chose, et qui sévissait donc dans les régions nord et centre du pays. Or, depuis 1959, le Tchad a noué des relations diplomatiques et économiques et autres avec l'État d'Israël. Donc, le fait que le Tchad entretienne des relations avec Israël faisait que le gouvernement Tombalbaye n'était pas bien apprécié des pays arabes. Parce que la règle mathématique dit que l'ami de ton ennemi est ton ennemi. Voilà. Donc, du coup, la plupart des pays arabes et musulmans du Proche-Orient ont accepté, décidé d'apporter leur soutien à la rébellion du Folina qui, au fil des ans, n'a cessé de prendre de l'ampleur et de menacer le régime de Tombalbaye. Donc, à partir de 1971, le président avait pris conscience de cette situation et avait décidé de changer l'orientation de sa politique extérieure. En faisant quoi? Dans un premier temps, en novembre 1972, il a rompu les relations diplomatiques avec l'État d'Israël pour faire plaisir donc aux pays arabes et couper l'herbe sous les pieds de la rébellion. C'est-à-dire que en normalisant les relations avec les pays arabes, il espère couper les aides que ces pays apportaient à ses adversaires, à ses ennemis de la rébellion. Et puis, les rebelles, ils faisaient une propagande sans doute mensongère, selon laquelle, voilà, au Tchad, les musulmans sont opprimés par un régime chrétien, tout ça. Et c'est ce discours-là que les rebelles tenaient auprès des pays arabes pour glaner des aides. Donc, l'objectif de Tombalbaye, c'est non seulement de rompre avec Israël et de réorienter sa politique vers le monde arabe. Vous voyez, c'est carrément une politique arabe en bonne et due forme qui est mise en place. Donc, couper les liens des pays arabes avec les rebelles, inviter les dirigeants arabes à venir au Tchad constater par eux-mêmes l'harmonie qui existe entre les différentes communautés chrétiennes, musulmanes et autres ici. C'était un peu ça. Donc,
En 1972, il avait commencé par le Soudan. Il a visité le Soudan, il a visité la Libye de Kadhafi, le Soudan d'El Nimeri et puis la Libye de Kadhafi. En 1973, une deuxième vague, ou bien une deuxième tournée dans les pays arabes l'a mené en Égypte, en Arabie Saoudite, au Liban, au Koweït, en Irak et dans d'autres pays périphériques. Et à cette occasion, il a pu donc sensibiliser ces pays-là et surtout présenter le Tchad comme l'arrière-garde d'une armée en guerre contre Israël. C'est-à-dire que le Tchad fait cause commune avec les pays arabes contre l'occupation israélienne. C'était ça le discours là. Voilà. Alors, en même temps, chaque fois qu'il passe dans un pays, il invite les dirigeants de ces pays à venir visiter le Tchad. Et c'est donc dans ce contexte que beaucoup de chefs d'État étaient venus ici. Il y a El Nimeri qui était venu ici en visite, après la visite de Tombalbaye en février 71, je pense, en Libye, pardon, au Soudan. Lui également, il est venu au Tchad ici, à Fort Lamy, et c'est ainsi qu'on a donné son nom à l'avenue El Nimeri ici, suite à sa visite-là. Il y a Kadhafi qui était venu ici également en mars 1974 parce que Tombalbaye était allé en Libye. Et en Arabie Saoudite, le roi Faisal a également fait le déplacement d'ici en novembre 1972 et c'est à cette occasion qu'il a découvert que voilà, la communauté musulmane du Tchad ne dispose pas d'une mosquée digne de ce nom et c'est ainsi qu'il a promis cette mosquée. Mais j'ajoute que quelque temps après son retour au pays, il a été assassiné. Donc c'est son successeur qui a respecté, si je puis dire, les engagements de son prédécesseur pour faire construire donc la mosquée Roi Faisal de Fort Lamy, dont je rappelle que les travaux ont commencé en octobre 1974 et ont pris fin en octobre 1977, donc pendant 3 ans. Donc ça a été inauguré après... Après Tombalbaye aussi, puisque voilà, le roi Faisal a été assassiné, Tombalbaye aussi a été victime d'un coup d'État, donc les deux sont éliminés et ce sont leurs successeurs qui ont fait faire les travaux. Et donc le 26 janvier 1978, la mosquée a été inaugurée officiellement en présence du président Félix Maloum, voilà, et puis de hauts dignitaires musulmans venus du monde entier également. Alors, au lieu donc d'un lieu de prière, la mosquée Roi Faisal est plutôt un complexe éducatif actuellement. Exactement, c'était un complexe, voilà, parce que depuis sa création, la mosquée comporte beaucoup de compartiments. Il y a la mosquée elle-même, également un lycée, il y a un dispensaire, il y a des résidences, c'est un complexe total. Il y a tous les services là-dedans, des bureaux également, un château d'eau. Sur les mosquées, le plus souvent, on ne voit qu'un seul minaret, oui. Mais sur la mosquée Roi Faisal, on voit 2 minarets. Est-ce que ça a une explication? Voilà, d'après l'explication qui a été donnée, c'est comme 2 bras levés vers le ciel pour implorer la bénédiction de Dieu sur le Tchad. C'est pourquoi la mosquée Roi Faisal est surmontée de 2 minarets. Oui. Sinon, la première mosquée n'avait qu'un seul minaret. La première mosquée de Fort Lamy a été, je pense, construite au cours des années 1940, vers 44-45. Voilà, et elle a duré une trentaine d'années avant d'être... C'était une toute petite mosquée. Elle a été rasée pour être remplacée par la grande mosquée actuelle. Les divergences d'opinion ou alors les idéologies qui disaient que chrétiens et musulmans ne s'entendaient pas. Est-ce que ce débat-là est-il encore d'actualité? Je ne pense pas parce que déjà, du temps de Tombalbaye, à l'occasion de chaque fête de Ramadan, le président qui est chrétien faisait le déplacement de la mosquée. Il venait à la mosquée assister à la prière. En fait, bon, pas prier sur le tapis avec les fidèles musulmans, mais il marquait un peu un invité officiel d'honneur, voilà. Donc il restait sur son fauteuil et puis quand la prière est finie, il repartait. C'était pour montrer un peu la concorde qu'il devait y avoir entre les communautés, et l'État était garant de cette concorde et de cette harmonie là.
Voilà. Et ensuite, le fait que ce soit sous sa présidence que cette mosquée, où la promesse a été faite, est très importante. Les questions d'appartenance religieuse et autres sont des questions personnelles, c'est-à-dire qui sont au-delà de l'intérêt national, n'est-ce pas? Qu'on soit chrétien ou musulman, la stabilité, la paix sociale, la concorde compte plus que la foi personnelle d'une personne. Et ce n'est pas seulement au temps de Tombal Baye, même au temps du président Idriss Déby ici, combien d'églises ont été construites aux frais de l'État, combien de gestes l'État tchadien a fait, lui qui est musulman, fait au bénéfice des églises chrétiennes. Voilà, donc je pense que ce débat-là n'a pas lieu en fait, quoi. Et surtout, lorsqu'on regarde maintenant ce qui s'est fait, c'est-à-dire que l'entente qui existe entre les dignitaires religieux musulmans et chrétiens au Tchad, c'est un exemple parfait d'entente qui est même copiée par certains pays africains. Ouais, voilà. Par exemple, l'instauration du dialogue interreligieux avec l'institution de la journée du 28 novembre, journée de la paix, de la cohabitation pacifique, de la concorde. Voilà, ça c'est un exemple à suivre dans d'autres pays, parce que le Tchad est pionnier un peu dans ce domaine-là. Oui. Alors, monsieur docteur Arnaud Dingamadji, nous tendons presque vers la fin de notre entretien. Est-ce que vous avez un dernier mot à propos de ces deux grands édifices religieux? Moi, je pense que la cathédrale Notre-Dame de la Paix et la mosquée Roi Faisal sont des symboles, en fait des édifices religieux et des symboles de la cohabitation pacifique de nos populations et de nos communautés religieuses. Et que le fait que l'imam de la grande mosquée, ou bien plutôt le président du Conseil supérieur des affaires islamiques, l'archevêque métropolitain de N'Djamena, les responsables de l'entente des églises et missions coopèrent parfaitement et harmonieusement pour la paix, la cohabitation pacifique, l'entente entre les fidèles, c'est une très bonne chose. Et que maintenant, il faut descendre à l'échelon inférieur pour sensibiliser les fidèles de toutes les communautés religieuses pour faire en sorte que le Tchad de demain soit un modèle de cohabitation, de concorde sociale, et que les questions religieuses ne doivent plus diviser les gens comme par le passé, mais plutôt être un ciment qui unit les gens. Puisque quand on voit ce qui se passe dans les pays comme le Sénégal, où les gens s'entendent parfaitement, les questions religieuses sont reléguées au second plan. Dans les familles, on peut trouver peut-être que le monsieur il est musulman, mais sa femme est chrétienne et les gens ils s'entendent parfaitement. Par exemple, il y en a, ça c'est un cas très très répandu par exemple au Sénégal. Vous voyez? Donc cela dépend du rôle que jouent les dignitaires religieux. Cela dépend aussi de la responsabilité des hommes politiques, parce que à un moment donné, il y a eu des hommes politiques qui ont commencé par instrumentaliser le fait religieux à des fins politiques, et cela a, à un moment donné de l'histoire du Tchad, divisé les gens. Je pense qu'il faut bannir complètement ce genre de comportement-là pour faire en sorte que notre pays puisse résolument s'enraciner dans la paix religieuse et sociale et se concentrer sur l'œuvre de développement. La religion unit plutôt, la religion ne divise pas. Docteur Arnaud, merci infiniment pour votre disponibilité. Merci à Télé Tchad. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de ce rendez-vous d'aujourd'hui. Je rappelle que nous étions en compagnie du docteur Arnaud Dingamadji, coordonnateur général de la Maison des patrimoines culturels du Tchad. Il nous a donc aidé à comprendre et à expliquer les deux grands édifices religieux qui se trouvent au cœur de la capitale N'Djamena, qui sont donc la cathédrale Notre-Dame de la Paix et la mosquée Roi Faisal. Merci à vous, au nom de toute notre équipe technique, de nous avoir suivis.
nous vous donnons rendez-vous pour plus tard, prochainement toujours pour Culture à la maison.